Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié au monde de l'art de Smart Patrimoine où on fait le point sur les actualités qui ont animé le monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler. Un point que nous faisons avec Sybille Aoujane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir avec Sybille Aoujane toujours Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de CasoArt, avec qui nous échangerons sur les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Et nous enchaînerons enfin en troisième partie d'émission avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous tenterons de dresser un panorama du marché du viager ou de la nue propriété en France. Alors vous le verrez, le viager ou la nue propriété ont des caractéristiques similaires et pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Stanley Naon, le directeur général de René Coste. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et comme tous les vendredis, nous commençons avec l'art à la une où nous revenons sur les actualités qui ont marqué le monde de l'art sur la semaine qui vient de s'écouler. Un rendez-vous avec Sybille Aoujane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Donc on fait le point une fois encore sur ce marché de l'art et sur les actualités du marché de l'art cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Sybille ? Alors cette semaine, un rapport a été publié, le rapport Artcade, qui analyse les 12 dernières années du marché de l'art extra-européen. Et donc, pour résumer ce rapport de 87 pages, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une très forte progression de ce marché durant toute la dernière décennie. Le chiffre d'affaires mondial a plus que doublé. Alors, on reste sur des chiffres quand même d'un marché de niche, passant de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021. 2021 qui par ailleurs était la meilleure année enregistrée sur ce marché de l'art. Entre 2010 et 2021, les ventes d'art de ce genre ont atteint 802 millions d'euros. On a des pistes aujourd'hui pour comprendre un petit peu cette progression, Sybille ? Oui, alors Aurélien Cueno, qui est le directeur d'Artcade, explique qu'en plus de 10 ans, ce marché qui donc est de niche, s'est particulièrement structuré, ce qui permet d'apporter plus de communication, de visibilité à ses œuvres d'art. La vente Christie's de la collection Michel Périnet, qui a eu lieu en juin 2021, a aussi marqué un véritable tournant. Il a apporté beaucoup de regards sur les œuvres de l'art extra-européen. Et puis aussi la multiplication des plateformes numériques apporte plus de transparence et d'accessibilité et d'informations sur ces œuvres qui peuvent un peu susciter des questionnements. Donc cela favorise donc ce marché. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de ce rapport qui est en ligne. Si on continue dans les actualités du monde de l'art cette semaine, il y a une vente assez extraordinaire qui a eu lieu chez Christie's, une vente Givenchy, Sybille. Tout à fait, alors c'est la vente de toute la collection et du mobilier du créateur Hubert de Givenchy, qui est jusqu'à présent un véritable succès. Alors toutes ces collections ont été réparties en 6 ventes étalées tout au long de la semaine, des œuvres et objets d'art exceptionnels du XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle, conservés dans ces magnifiques demeures, l'hôtel d'Orouer à Paris et le manoir du Jonchec qui est situé dans la vallée de la Loire. Rien que la vente du début de la semaine, qui était ses chefs-d'œuvre, sa collection d'œuvres d'art, a rassemblé 83 millions d'euros. Et donc, Christie's a déjà dépassé les 50 millions d'euros d'estimation de sa collection, alors même que certaines ventes ne sont pas terminées et qu'elles vont aussi continuer en ligne pendant quelques jours, même si on se doute que Christie's n'atteindra pas les plus de 373 millions d'euros qui ont été réalisés en 2009 lors de la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint Laurent. Mais on peut quand même l'espérer, on verra effectivement, même si effectivement ça semble difficile à battre. Ce qui était aussi impressionnant, Sybille, c'était que tous ces objets ont été présentés, et c'était la présentation de ces objets. Effectivement, en fait, il y a eu toute une mise en scène qui a été réalisée par Christie's. Déjà, la vente aux enchères en elle-même a été réalisée dans un cadre prestigieux qui est le théâtre Marigny, près des Champs-Élysées. Alors les commissaires-priseurs étaient situés au milieu de la scène, entourés de buis verts qui reprennent les codes, les thèmes couleurs du manoir du Jonchec, donc tout l'environnement du collectionneur. Et puis aussi la présentation des œuvres au sein même des locaux de Christie's était impressionnante, avec tout l'univers du créateur qui a été recréé. On avait l'impression que certaines pièces avaient totalement été délocalisées de ces demeures jusqu'à l'intérieur de Christie's, qui est dans le 8e arrondissement. Et alors, une
petite actualité dans le monde de l'art cette semaine, Sybille, c'est la semaine de la plus grande foire d'art contemporain au monde, Sybille. Voilà, tout simplement. Donc c'est Art Basel, bien sûr, qui a lieu du 14 au 19 juin en Suisse. 289 galeries d'art étaient présentes à l'événement qui reprend vraiment de sa prestance après 2 années Covidées. Plus de masques, plus de restrictions sanitaires. Les ventes sont donc particulièrement dynamiques et ce malgré un contexte géopolitique et économique très terne. Emmanuel Perrotin de la galerie éponyme a été interrogé par le quotidien de l'art. Il explique que le Covid a rappelé à beaucoup de gens qu'ils n'avaient qu'une vie. Du coup, les riches n'ont jamais autant dépensé d'argent, y compris dans l'art contemporain, où l'on voit arriver de nouveaux collectionneurs qui achètent ce qui leur plaît. Il a déjà vendu une 50aine d'œuvres dès l'ouverture de la foire. Et puis, un record a déjà aussi été battu, c'est celui de la sculpture de Louise Bourgeois qui a été vendue dans la galerie Heuser und Wirth pour 40 millions de dollars, donc le prix le plus élevé connu pour cet artiste décédé en 2010. Bon, c'est intéressant de voir effectivement l'explication donnée par Emmanuel Perrotin, qui l'engage lui évidemment. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble dans l'émission. Alors en duplex pour évoquer donc du coup les opportunités du métaverse pour le marché de l'art, Mathilde Leroy, fondatrice et CEO de CasoArt. Bonjour Mathilde Leroy. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue donc dans l'émission Smart Patrimoine à distance, en duplex. On va donc évoquer ensemble les opportunités du métaverse pour le monde de l'art. C'est un sujet dont on entend souvent parler. On a voulu tenter de le décrypter avec vous et on va peut-être commencer, pour tous ceux qui nous écoutent, par redonner quelques définitions. Quand on parle de métaverse, quelle est votre définition à vous du métaverse avant de regarder quelles sont les opportunités qu'on peut y trouver dans le monde de l'art ? Alors la définition, moi que je donnerais du métaverse, il y a plusieurs métaverses d'ailleurs. Ce sont des mondes virtuels, un peu comme il existait il y a plus d'une dizaine d'années, Second Life ou alors même des jeux vidéo finalement en 3D dans lesquels on peut se promener tout simplement et découvrir tout un tas d'actifs numériques, d'événements numériques et avoir une vie numérique finalement. Et là, il y a un nouveau terme. Est-ce qu'il y a quand même une petite différence par rapport à Second Life ou à n'importe quelle plateforme virtuelle, ou c'est juste pour redonner un peu une dynamique à ce monde ? La grosse différence, c'est que tout ça se passe avec la technologie blockchain. Donc, on est dans ce qu'on appelle le Web 3. Cette technologie, on y reviendra peut-être, mais c'est une technologie qui permet une sécurisation absolue de toutes les transactions, un historique qui est tracé grâce à des opérations, des transactions, des événements qui sont marqués dans la blockchain et qui sont comme des contrats. D'ailleurs, on appelle ça des smart contracts. Donc c'est ça la grosse différence effectivement par rapport à avant. Effectivement, c'est très lié au monde des NFT. Mais juste pour rester un tout petit peu dans le monde numérique, est-ce que vous pensez que ça c'est déjà un pas qui a été fait vers le monde numérique qui est pérenne, qui a été bien sûr impulsé par le Covid, ou c'est un peu un effet de mode? Là pour l'instant c'est chouette, etc. Mais on va pas forcément, parce que c'est vrai qu'on voit pas les œuvres pour l'instant. Absolument. Non, en fait, il y a une tendance de fond, une évolution de fond. Cette évolution technologique qu'est la blockchain est un vrai progrès qui va avoir de nombreuses applications, bien sûr dans l'art, mais aussi dans plein d'autres domaines de l'industrie, de l'économie. Donc, c'est une évolution qui est là pour durer. Après, il y a eu un effet accélérateur avec le Covid, évidemment, qui a amené beaucoup d'utilisateurs à être 100% digital et à découvrir cette technologie de manière accélérée. Là, on est dans une période justement où ça ralentit un petit peu sur cet aspect-là. On voit le monde des crypto-monnaies, des NFT qui est un peu en baisse depuis quelques semaines. Mais c'est une normalisation, mais c'est une tendance de fond. Alors justement, moi j'ai envie de vous poser une question, Mathilde Leroy, c'est en quoi le métaverse peut être une opportunité pour le marché de l'art? Parce qu'effectivement, on a parlé de NFT, on a vu des artistes, des graphistes issus du monde du jeu vidéo proposer des œuvres avec des codes assez particuliers. Les NFT, ça fonctionne en série par exemple, avec un effet rareté sur certaines œuvres. En quoi ce métaverse, ces mondes virtuels qui peuvent être développés par des entreprises ou des particuliers, peuvent être une opportunité pour le marché de l'art? Alors, il y a pas mal d'applications possibles et d'opportunités finalement. Vous en avez cité une qui effectivement, alors c'est ce qu'on appelle l'art numérique.
qui existait avant les NFT, avant le métaverse, mais qui a explosé avec cette tendance, qui est un vrai courant artistique qui va s'inscrire finalement dans l'histoire de l'art. Et on voit déjà des artistes qui sont natifs crypto, ce qu'on appelle crypto-artistes, hein, finalement, qui ont développé une vraie créativité. Donc voilà, au-delà de toutes les spéculations et des sommets de certaines ventes, comme la vente de Beeple chez Christie's l'année dernière à 69 millions de dollars, c'est vrai que ça a déchaîné la chronique, mais derrière ces effets un peu de mode ou des stars qui viennent s'y mettre de manière assez opportuniste, il y a un vrai courant artistique. Donc ça, c'est une première chose, finalement, un nouveau courant artistique. Ensuite, il y a la possibilité, hein, toujours sur la technologie de la blockchain, de sécuriser, enfin, d'authentifier en fait les œuvres d'art. C'est déjà des choses qui se font. Hein. Le fait d'avoir un certificat d'authenticité dans la blockchain via potentiellement un NFT qui vient certifier une œuvre physique et qui a son pendant finalement numérique. Et ça, bon, on sait que l'authentification des œuvres, c'est une vraie problématique, hein, du marché de l'art. Donc clairement, c'est une dimension très importante. Du coup, on a vu même des applications intéressantes comme la vente d'une œuvre physique liée à son NFT, qui est son pendant numérique, qui est à la fois son certificat d'authenticité et un actif en soi qui peut avoir une valeur aussi en soi. Donc ça, c'est une autre application possible. Voilà, et puis le fait de pouvoir exposer finalement dans ces métaverses, hein, dans ces espaces en 3D. Donc nous, Casoar, galerie d'art, on a exposé des NFT, on a fait un vernissage dans un métaverse, CryptoVoxel en l'occurrence. Et ça permet finalement de toucher un public mondial. Il n'y a absolument pas de logistique. Alors, il y a des efforts de développement pour créer sa galerie en 3D, il y a incrusté ses œuvres, etc. Mais quand on compare ça à l'effort qui est fait pour organiser, participer à une foire, hein, pour une galerie, faire transiter les œuvres, et même quand un acheteur achète une œuvre, lui expédier aux quatre coins du monde, c'est vrai que là, finalement, c'est une version 100% numérique qui simplifie énormément cette problématique de la logistique. Oui, vous, Donc, comme retour d'expérience, vous avez vraiment trouvé un réel intérêt à directement vous mettre sur le métaverse plutôt que peut-être ouvrir un espace dans la rue ou en ville. Absolument. Bon, alors, c'est clair que pour l'instant, c'est encore très niche, soyons clairs. Hein. Il faut d'abord que les personnes se créent un profil sur CryptoVoxel, qu'ils aillent dessus, qu'ils comprennent comment ça fonctionne, même si c'est assez intuitif. Voilà, on s'adresse encore, on en est conscient, à une cible assez niche, assez technophile. Voilà, alors vous visitez notre galerie virtuelle où on avait fait notre vernissage, effectivement. Donc voilà, c'est encore des early adopters. Donc on ne peut pas aujourd'hui, quand on est une galerie d'art, se cantonner à ça. Mais effectivement, nous, on a vu des vrais avantages de toucher un public mondial et d'avoir une simplicité d'organisation. Et alors, en plus, là, vous voyez qu'il y a une expo en ce moment dans cette galerie. Mais on peut en fait sauvegarder cette exposition et toutes les futures qu'on fera et en fait en un clic passer d'une version d'expo à une autre. Donc Par ça exemple, aussi c'est très pratique. Mathilde Leroy, sur les images qu'on voit, donc qui sont des images de votre galerie, on n'est que sur des œuvres numériques pour le coup, ou vous y avez intégré la réplique numérique d'œuvres physiques ? Alors, ce ne sont que des œuvres numériques, mais donc nous, Casoar, qui travaillons à la base avec des artistes qui font des œuvres physiques, tous ces artistes sont des artistes qui, par ailleurs, créent des œuvres physiques. Donc là, en l'occurrence, c'était du 100% numérique, et ces œuvres sont des NFT qu'on peut acheter sur OpenSea, hein, avec lequel on avait fait un partenariat pour cette expo. Mais bien sûr, voilà, on peut aussi présenter des œuvres qui ont aussi leur pendant physique. Mais vous avez parlé justement donc d'artistes natifs. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un marché de l'art qui va être complètement virtuel, des œuvres qui ne se voir que dans le métaverse, toute une création qui va se faire dans un monde virtuel et qui va donner vraiment un autre monde d'œuvres d'art et donc de marché? En fait, c'est vrai que ça révolutionne un petit peu les usages qu'on peut avoir avec l'art. Quand on achète une œuvre d'art, c'est vrai qu'on a le réflexe de se dire qu'on va pouvoir la voir, l'accrocher chez soi ou dans son lieu où on veut exposer. Les œuvres numériques et les NFT, l'usage a vocation à être un peu différent, clairement. Alors, on peut évidemment afficher un NFT avec un écran, mais
le principe du NFT, c'est d'autres avantages. C'est le fait de pouvoir, dans son wallet, présenter toute sa collection qui est accessible à n'importe qui. Donc, il y a une grande transparence. Finalement, c'est plutôt en mode un petit peu réseaux sociaux, j'ai envie de dire, où voilà, je présente ma collection dans mon wallet. N'importe qui peut la voir, peut voir quand j'ai acheté mes œuvres, à quel prix, quand est-ce que je les ai revendues. Et c'est une manière de partager via ces écrans, c'est vrai, qui est différente, mais qui est plus collaborative, plus transparente. Donc, c'est d'autres usages, je pense, qui vont se développer. Et on parle beaucoup des NFT, mais est-ce que pour vous, il y a d'autres opportunités? Comment vous voyez le métavers se développer? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des choses qu'on ne soupçonne pas? Alors, c'est des lieux où on peut organiser, bien sûr, des événements virtuels. Il y a eu des ventes aux enchères déjà qui se sont réalisées dans des métaverses. Donc, on recrée une salle des ventes en 3D dans le métaverse. Bien sûr, on a parlé des expositions. Voilà, tout ce qui est événementiel peut vraiment être développé dans le métaverse. Donc, et ça peut être évidemment des œuvres physiques, et pas seulement des œuvres numériques. Merci beaucoup Mathilde Leroy, donc fondatrice et CEO de Casoart, d'avoir partagé avec nous votre expertise sur les opportunités du métaverse pour le marché de l'art. Merci beaucoup Mathilde Leroy. Merci également Sybille Aoudjan pour ses actualités du monde de l'art cette semaine. Merci Sybille. Merci. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché du viager ou de la nue propriété. Deux dispositifs dont l'un est plus connu que l'autre, peut-être plus historique, nous tenterons de le comprendre dans un instant, mais aux particularités ou en tout cas aux caractéristiques similaires. Nous allons tenter de comprendre ensemble pourquoi on fait appel à ce type de mécanisme de viager ou de nue propriété et quel est le panorama qu'on peut dresser du marché aujourd'hui. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stanley Naon, le directeur général de René Coste. Bonjour Stanley Naon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Stanley Naon, si vous venez nous parler de viager et de nue propriété, c'est que c'est l'expertise de René Coste. Ça fait quoi? Ça fait une centaine d'années que René Coste existe et fait du viager. Tout à fait. De la nue propriété aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, sur 5500 opérations par an, vous en réalisez à peu près 2000, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Avant qu'on rentre dans le détail du panorama du marché, le viager est un mécanisme très connu qui existe depuis longtemps, qui a été mis en lumière par un film d'ailleurs qui portait le même nom. La nue propriété, on la connaît dans des logiques de transmission quand on sépare effectivement l'usufruit de la nue propriété, mais on connaît moins le mécanisme qui se rapproche du viager finalement, qui consiste à acheter qu'une partie seulement du bien, donc la nue propriété. Ça existe depuis aussi longtemps ? Oui, c'est un dispositif qui est effectivement assez ancien, qui était plutôt moins utilisé que le viager et qui prend de l'essor ces dernières années. Ces deux opérations, en fait, ce sont des opérations qui permettent de mobiliser, de monétiser le patrimoine des retraités français, souvent leur résidence principale, qui représente l'essentiel de leur patrimoine. Et alors, la différence entre les deux, c'est que quand on achète en viager, on achète quoi? Avec une décote, un appartement dont les habitants vont rester dedans, et ensuite, au décès des vendeurs, on récupère l'intégralité finalement du bien qu'on aura acheté moins cher, mais ensuite en payant une sorte de loyer inversé finalement aux personnes qui nous auront vendu ce bien moins cher, c'est ça? Tout à fait. Quand on va en viager, en fait, on continue à rester chez soi. Le fait de rester chez soi, ce droit d'habitation qu'on conserve à vie, il a une valeur, et c'est ça qui explique la décote de prix dont va bénéficier l'investisseur. Alors que la nue propriété, pour le coup, le mécanisme est un peu différent, même si assez similaire pour l'acheteur, mais un petit peu différent quand même, légalement et juridiquement. Alors, il est relativement proche, puisque l'opération est la même. On va démembrer le bien, les murs passent chez l'investisseur, et l'occupation, l'intérieur des murs, reste chez le vendeur. Ça, c'est le cas dans les deux opérations de viager et de nue propriété. Dans le cas du viager, le montant qu'on va percevoir en tant que vendeur, il va être réparti entre un capital immédiat, qu'on appelle le bouquet, et une rente à vie, c'est un revenu complémentaire, comme les retraites, qui va être indexé, notamment avec l'inflation. Ça, c'est le format du viager. Moi, j'appelle un loyer inversé, mais ce que vous appelez une rente à vie, d'accord. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et pour ce qui est de la nue propriété, on est dans un schéma qui est très similaire, puisque de la même manière, on démembre le bien, on découpe le bien, les murs vont chez l'investisseur,
mais le vendeur, au lieu de toucher un capital plus une rente, il va toucher un capital unique. Évidemment, ce capital, il sera plus important. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une même opération. C'est les modalités de paiement du prix qui sont différentes. Dans un cas, j'ai un capital plus un revenu complémentaire. Dans l'autre cas, j'ai un capital évidemment beaucoup plus important. Je le disais en introduction, 5500 opérations par an. D'ailleurs, c'est vos chiffres. Hein. Vous avez, je me suis basé sur l'étude que vous avez menée. C'est quoi ça correspond à combien en volume de transactions, le nombre d'opérations globales du marché ? Le nombre de transactions du marché résidentiel, c'est 1 million de transactions, un peu plus d'1 million de transactions cette année. Donc, c'est 0,5% du marché de l'immobilier résidentiel français. Donc c'est un marché de niche. Par contre, un marché qui est très dynamique puisqu'il croît depuis 10 ans de manière régulière et plutôt avec une tendance à l'accélération. Et ces dernières années... Ça revient, parce qu'on a l'impression quand même, alors c'est peut-être une fausse impression, mais qu'il y a eu un âge d'or du viager, puisque du coup, on en a fait un film et on avait l'impression que c'était un mécanisme qui était connu, puis que c'était un peu tombé en désuétude. Et là, vous sentez que ça repart effectivement, c'est un mécanisme qui est de plus en plus utilisé. Oui, c'est un mécanisme qui est très ancien, qui est arrivé avec le Code civil. Donc c'est un mécanisme qui a plus de 200 ans. Il a été très utilisé avant la mise en place des retraites par répartition après la guerre. Et puis c'est un schéma qui a été moins utilisé dans le temps et aujourd'hui qui reprend de l'importance. Et on voit bien les fondamentaux à la fois démographiques et à la fois de besoins de liquidité, de solvabilisation pour les seniors, les retraités français. Alors, je prends les chiffres. Donc, 5500 opérations par an, ça fait 6% de croissance annuelle du marché. C'est ce que vous constatez. Et vous dites 1 milliard d'euros réinjectés chaque année dans l'économie française. Donc, c'est 1 milliard d'euros de montant de transactions au global sur ces 5500 opérations par an, c'est ça ? Alors, le milliard d'euros, en fait, c'est pas le montant de transactions. C'est le stock d'opérations en viager qui existe sur le marché qui va permettre de remettre dans la poche des retraités français 1 milliard d'euros chaque année. Donc c'est un montant qui devient assez significatif et qui est en croissance de manière assez forte et dynamique. Est-ce qu'il y a une géographie du viager ou de la nue propriété ? C'est ce que je lis dans votre étude, c'est que au départ c'était essentiellement concentré en Île-de-France et en région PACA, Provençal, Côte d'Azur. Oui. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Alors c'est un marché qui effectivement antérieurement était très concentré. Paris, Île-de-France, PACA, quelques zones côtières très spécifiques. Aujourd'hui, c'est un marché qui vraiment se popularise. Et au cours des 10 dernières années, on a vu l'émergence d'opérations vraiment partout sur le territoire français, dans les zones urbaines, dans les zones côtières, évidemment, ça c'était traditionnel, dans des villes moyennes, voire des petites villes, et même dans des zones plus rurales. Donc le marché est en train vraiment de se développer et de devenir une solution pour l'ensemble des retraités français. Et ça, vous arrivez à l'expliquer aujourd'hui ? Vous le constatez ? Vous avez des facteurs qui permettent de l'expliquer ? Alors, les grands facteurs, c'est des facteurs démographiques, vieillissement de la population et les besoins des retraités, puisque les besoins des retraités, finalement, que j'habite à Paris, à Nice ou en Auvergne, sont les mêmes. Donc, évidemment, ce besoin de monétiser son patrimoine, de rendre liquide sa résidence principale, qui est un peu le fonds de pension à la française, c'est un besoin pour l'ensemble des retraités français. Donc ça veut dire, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais comme ça on est sûr de bien savoir de quoi on parle, que les vendeurs, en grosse majorité, sont des retraités qui réfléchissent, qui ont un besoin de liquidité assez rapide à venir ? Oui, alors ça peut être rapide, ça peut être urgent, mais ça peut être aussi une projection dans l'avenir. On vit de plus en plus longtemps, donc il y a des gens qui ont des besoins pour boucler les fins de mois, il y a des gens qui ont envie de vivre mieux, de s'offrir un peu plus de loisirs, il y a des gens qui ont envie de donner par anticipation à leurs enfants. Ah oui, donc c'est des mécanismes différents, parce qu'il y a effectivement récupérer une partie de la somme d'argent dont peut me faire bénéficier ma résidence principale pour mes besoins à moi, ou alors dans un cas de transmission, là aussi on passe par une solution de viager pour transmettre en fait à ses enfants. Tout à fait. Et c'est le seul moyen de monétiser ce capital immobilier tout en continuant à y vivre. On le transmet tout de suite en fait. Et on peut le transmettre tout de suite. D'accord, je comprends. On peut gagner 15, 20 ans, 25 ans
par rapport à sa transmission. Et du coup, on peut transmettre au moment où ses héritiers, ses enfants, en ont vraiment besoin. Parce qu'effectivement, quand on reçoit une succession et qu'on a 75 ans ou 70 ans, ça fait probablement un petit peu tard pour utiliser ce capital. Donc on anticipe du coup la succession. Et on bénéficie aussi, il y a des mécanismes de donation défiscalisés aussi qui sont intéressants par ailleurs. Quand on fait du viager, une question rapide, mais on reste forcément dans sa résidence principale ? Ouais, alors c'est dans 80... Vous avez les chiffres, je dans crois. 92% des cas, on reste chez soi. Donc c'est vraiment un schéma. Mais donc ça veut dire qu'il y a 8% qui quittent leur résidence principale, Voilà. alors qu'ils en sont toujours propriétaires. Alors c'est pas nécessairement leur résidence principale, ça peut être un patrimoine immobilier, par exemple un patrimoine locatif, une résidence secondaire. On peut mettre en viager une résidence secondaire, d'accord. Tout à fait. Okay. Et ça va permettre d'obtenir un revenu complémentaire qui va nous accompagner à vie, comme la retraite, qui est réversible au conjoint, qui va être indexé avec l'inflation. Donc ça, c'est un schéma, mais qui est quand même assez minoritaire, puisque ça représente 8% des opérations. Le gros du marché, c'est les gens qui souhaitent vraiment rester chez eux. Est-ce que je touche un capital plus un revenu complémentaire ou un gros capital? C'est ça la question et la différenciation entre le viager et la nue propriété. Et alors, la question maintenant qu'on a compris côté vendeur, c'est qui achète des biens immobiliers qu'ils ne pourront pas habiter dans l'immédiat? Quelle est la typologie des acheteurs de ce type de biens? Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'on boucle, j'allais dire, la boucle du financement des retraites et de la préparation de la retraite. En général, c'est des investisseurs particuliers qui souhaitent, eux, préparer leur retraite. Donc on est vraiment dans cette boucle de je monétise mon patrimoine pour bien vivre ma retraite, et en face, j'ai des investisseurs particuliers. Et les investisseurs particuliers, c'est l'écrasante majorité des investisseurs sur ce marché-là. C'est 93% des investisseurs qui vont préparer leur retraite, qui vont investir dans de la pierre, sur un marché sécurisé, dans le temps, et qui vont aussi faire un investissement qui a du sens. Parce que quand on investit en viager, à un moment donné, ce qu'on fait, au-delà de faire un investissement immobilier, c'est aussi de redonner du pouvoir d'achat supplémentaire aux retraités. Donc on est vraiment dans un investissement impact, un investissement qui a du sens. Il nous reste quelques secondes. Il y a des freins, j'ai envie de dire, d'ordre moral à ce type d'investissement du côté des acheteurs, justement, aujourd'hui? Alors, il y a évidemment des freins, hein, et vous avez mentionné notamment ce fameux film, Le Viager. Donc il y a un frein qui est lié à l'aléa de l'espérance de vie. Après, c'est un mécanisme qui est extrêmement sécurisé, et ces freins, une meilleure compréhension aussi des dispositifs font qu'aujourd'hui ces freins sont en train d'être levés, mais il y a des freins évidemment objectifs sur ce marché-là. Merci beaucoup Stanley Naon d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler donc du coup le panorama un petit peu de ce marché du viager ou de la nue propriété en France. Je rappelle que vous êtes directeur général de René Coste. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.